Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, présentation du cours sur l'imputation rationnelle des charges fixes. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire comme si on était en cours. Je vais vous présenter le cours, vous l'aurez ensuite en version Word et en version PDF. Dans ce cours, vous allez voir, il y a quelques petites vidéos en plus qui vont vous permettre de refaire le point sur certains aspects du cours. Et puis après, vous aurez les exercices, les TD sur Moodle. Je vous indiquerai quel TD vous devez faire tel jour ou tel jour. Vous pouvez me renvoyer votre travail, bien sûr. Je vous mettrai la correction après. Et puis, on pourra compléter ça éventuellement par un YouTube Live. Si vous avez des questions à poser et s'il faudrait expliquer certaines choses en direct. Alors, présentation du cours de l'imputation rationnelle. On a fait auparavant du coût complet, vous en avez fait OS2, on en a fait OS3 avec la méthode ABC, on a revu un peu la méthode des coûts complets. Et en fait, cette méthode des coûts complets fait l'objet d'une critique majeure. Alors que ce soit la méthode ABC ou la méthode des centres d'analyse, c'est la même chose. Et cette critique est la suivante, c'est que lorsque l'on a envie de faire du contrôle de gestion, c'est-à-dire contrôler les coûts sur une certaine durée, et bien à ce moment-là, on a un souci, c'est que les coûts de revient que l'on fait régulièrement, tous les mois, sur chaque commande et autres, eh bien, ne vont pas être les mêmes car on n'aura pas toujours la même activité d'un mois à un autre. Et du fait de ces variations d'activité, certaines charges, notamment les charges fixes, vont venir impacter nos coûts de revient et ne pourront pas nous permettre de nous comparer dans le temps. Et ce problème de comparaison fait qu'on va avoir du mal à analyser les écarts entre ce que l'on avait prévu et ce que l'on fait d'un mois à l'autre, et on n'arrivera pas à faire du contrôle de gestion, c'est-à-dire modifier le comportement des gens dans l'entreprise pour mieux gérer l'entreprise. Donc, l'imputation rationnelle vient corriger cette critique majeure en variabilisant les charges fixes pour que celles-ci n'impactent plus les coûts de revient et permettent de faire une comparaison dans le temps de ces coûts de revient pour savoir où sont les écarts, positifs ou négatifs, et corriger ensuite ces écarts, surtout s'ils sont négatifs. Voilà, en résumé, c'est ça. Alors, je reprends le cours. Donc, cette méthode a été créée une critique majeure adressée au coût complet. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer par les centres d'analyse ou par les activités, c'est la méthode ABC. Elle n'est pas stable si le volume d'activité change. Le coût complet peut donc conduire à des prises de décision fausses, surtout si le prix de vente va être indexé sur le coût unitaire. On va voir ça dans un exemple juste en dessous. Et donc, cette méthode vient corriger en fait ce défaut. Alors, la présentation, donc présentation et fonctionnement, un petit rappel sur les charges fixes et variables que vous avez étudiées au S2. Donc, je vous ai mis que le coût complet traditionnel basé sur la répartition des charges en charges directes et indirectes ne permet pas de mettre en évidence l'effet d'un changement d'activité. En effet, ces charges peuvent être scindées en charges variables ou proportionnelles à l'activité et en charges fixes indépendantes du niveau d'activité. Et donc, on va avoir notamment des charges indirectes fixes qui, elles, vont fausser la lecture des coûts de revient. Donc, avant cela, un petit rappel sur ce que vous avez vu au S2 quand vous avez fait le cours des coûts complets. Vous avez donc les charges variables globales qui varient en fonction du niveau d'activité. Plus j'ai d'activité, plus j'ai de charges variables. Bon, ça, je pense que ça, tout le monde comprend. C'est en fait des charges de matière, des achats de marchandises. Par contre, à l'unité, ces charges variables ont la particularité d'être constantes. Si j'ai 1 euro de matière première dans un objet de coût, vous produisez, je sais pas, des calculatrices, des stylos, ce que vous voulez, eh bien vous aurez toujours 1 euro de matière, quel que soit le niveau d'activité. Si je produis 3000 stylos ou j'en produis 500, j'ai toujours 1 euro de matière pour chaque stylo. Les charges fixes globales sont constantes, elles ne varient pas en fonction du niveau d'activité. D'ailleurs, j'ai une petite erreur là, j'en profite. Ici, ça devrait être 500, 1250, 2500 et 3000. Puisque mon activité va augmenter, mais ça ne change pas mon niveau de charge fixe. J'ai oublié de corriger ça dans Excel. Excusez-moi.
Et les charges fixes unitaires ont la particularité, et c'est ça qui nous intéresse, d'être décroissantes avec l'augmentation du niveau d'activité. Plus mon niveau d'activité augmente, plus mes charges sont faibles. C'est ce qu'on appelle une économie d'échelle. Tout cela, je le rappelle, en fait, dans une petite vidéo ici. Vous cliquez, vous accédez directement sur la chaîne YouTube et vous aurez tout ça en explication. Alors, bon, je vous ai remis l'explication des charges fixes variables. Alors, ce qui nous intéresse, c'est là. Si les charges variables n'ont aucun effet sur le coût unitaire, il n'en est pas de même des charges fixes qui font augmenter ou diminuer ce coût. La fixation des prix par rapport au coût va être difficile puisque mes coûts de revient vont être fluctuants d'un mois à l'autre, donc mon prix de vente va être aussi fluctuant, ce qui n'est pas extrêmement bon. Des prix trop élevés, c'est pas bon commercialement, et des prix trop faibles, c'est pas bon non plus parce qu'en fait, on risque d'être en rupture de stock du fait que l'on n'est pas cher. Le contrôle de l'évolution des coûts sur plusieurs périodes est délicat. Un changement au niveau d'activité entraîne des variations de coûts complets unitaires et le contrôleur de gestion va avoir du mal à faire l'analyse des écarts pour arriver à faire des corrections. Et puis, une dernière petite chose, le plan comptable général et l'administration fiscale admettent que les stocks peuvent être sous-évalués lorsqu'il y a une sous-activité. Et donc, on en reparlera à la fin de cet aspect-là. On va pouvoir donc évaluer les stocks avec la méthode de l'imputation rationnelle quand il y aura sous-activité. On va se prendre un petit exemple pour illustrer en fait les propos ici, surtout les deux premiers éléments. Je prends une entreprise qui fabrique un produit. Vous avez les niveaux d'activité 1, 2, 3. Vous avez des quantités 1000, 2000, 3000, des charges variables, des charges fixes qui ne changent pas. Donc si je fais un coût total, c'est mes charges fixes et variables. 10 000 plus 25 000, ça me donne 35 000, 45 000, 55 000. Et si je divise par les quantités ici, eh bien j'obtiens donc un coût unitaire, 35, 22,5, 18, 33. Vous voyez que plus je produis, plus mon coût unitaire va être faible. C'est ce qu'on appelle une économie d'échelle. Et ça, c'est dû aux charges fixes qui, elles, sont constantes. On considère que le niveau de l'activité 2, c'est le niveau de l'activité normale. Alors ça, c'est important. On reverra cette notion après et vous en aurez besoin surtout au S4. Alors que peut-on en conclure? Plus l'activité est élevée, plus le coût unitaire est bas, puisque les charges fixes ne changent pas globalement. On a une économie d'échelle. Si maintenant je prends mon coût unitaire, je prends une marge de 20% que je rajoute à ce coût unitaire, ça va me donner un prix de vente. C'est ce que j'ai fait ici. Donc je récupère mon coût unitaire. 20% de 35, ça me fait 7 euros. 20% de 22,5, ça me fait 4,5. 20% de 18,33, 3,67. Je additionne les deux, j'ai un prix de vente. Vous voyez que ici, dans l'activité dite normale, ici, je suis à 27. Quand je suis en sous-activité, je suis plus cher, donc ce qui aggrave mes problèmes. Et quand je suis en suractivité, je suis moins cher, oui, sauf que je risque d'être en rupture de stock. Donc, l'un comme l'autre, ça ne va pas aller en fait. Donc, conclusion, le prix de vente varie de fonction inverse de l'activité. Plus celle-ci est importante, plus le prix de vente unitaire est faible, et inversement. Et lorsque l'activité est faible, le prix de vente est plus élevé, ce qui risque d'aggraver les problèmes de l'entreprise. Inversement, un prix faible entraîne une surchauffe de l'activité, donc un risque de rupture de stock. Donc le problème des coûts complets vient des charges fixes qui ne suivent pas le niveau d'activité de l'entreprise, et donc ça va être l'objet de l'imputation rationnelle. Alors comment on va résoudre le problème des charges fixes? Eh bien, pour résoudre le problème de niveau d'activité, on va rendre variables les charges fixes. Donc on a ici une courbe en rouge. Cette courbe en rouge, c'est mon coût complet qui se traduit par une équation de type y égale à x plus b, ax étant mes charges variables, 10 c'est la charge variable unitaire qui est constante, x c'est mes quantités, plus ici b, mes charges fixes en montant, c'est constant. Donc mon coût complet commence au niveau des charges fixes. Si je n'ai aucune activité, j'ai quand même 25 000 euros de charges fixes. Et puis au fur et à mesure que mon activité augmente, donc j'ai mes charges variables qui se rajoutent. Et donc j'ai une droite qui ressemble à ça. Eh bien l'idée, c'est de ne plus avoir cette courbe en rouge, mais de la transformer en courbe bleue, c'est-à-dire un coût d'imputation rationnelle où toutes les charges sont variables, avec une équation de type y égale à x, que vous avez ici. C'est pareil, vous avez une petite vidéo ici, qui vous renvoie vers une explication de tout cela. Donc, je vous laisse faire. Et au croisement, vous voyez ici, on est bien sur l'activité dite normale. On va voir juste après en quoi ça consiste. Alors, on vient de voir que pour rendre les coûts complets
en équivalent coût d'imputation rationnelle, et on va devoir donc variabiliser la totalité de nos charges. Alors concrètement, comment on va faire? Donc mise en œuvre de la méthode. Pour arriver à faire ça, en fait, on va appliquer aux charges fixes un coefficient, et ce coefficient va traduire notre activité, qu'on va être en suractivité ou en sous-activité. Donc il va falloir calculer un coefficient et l'appliquer donc à nos charges fixes, et ne retenir donc que des charges fixes imputées. Alors le contrôleur de gestion donc, va appliquer un coefficient aux charges fixes afin de neutraliser l'influence du niveau d'activité sur le coût unitaire. Donc on va prendre nos charges fixes, on va les multiplier par un coefficient d'imputation rationnelle ou CIR, et ce fameux coefficient, donc ça va être l'activité réelle sur l'activité normale. Tout cela vous sera donné de toute façon dans l'énoncé. Alors, quelques définitions quand même. L'activité réelle, ça va être le nombre d'unités d'œuvre ou un nombre d'inducteurs, si on est dans la méthode ABC, consommés par un centre d'analyse, ou un nombre de produits fabriqués au cours de la période par une entreprise. L'activité réelle, de toute façon, elle vous sera donnée. Mon activité normale, ça constitue donc le nombre d'unités d'œuvre ou d'inducteurs pour la méthode ABC, d'un centre d'analyse, ou le nombre de produits fabriqués représentant les conditions les plus fréquentes d'activité. C'est ce que je suis censé faire en temps normal. Et on verra que cette notion est un petit peu floue, ça va être un petit peu le point faible de cette méthode. Bon, on prend une capacité de production d'une machine ou un temps d'activité d'un atelier, et c'est ça qui va nous donner ce que l'on est censé devoir produire ou faire. L'activité normale, de toute façon, vous sera donnée aussi dans l'énoncé. Donc la différence entre les charges fixes réelles et celles que l'on va imputer, celles que l'on va garder une fois qu'on aura appliqué notre fameux coefficient d'imputation rationnelle, et bien ça va s'appeler la différence d'imputation rationnelle, parce que ce que l'on va retirer ou ce que l'on va rajouter, évidemment, n'est pas perdu. On le retrouvera bien sûr à la fin, on verra ça donc à la fin du cours. Alors la nature de la différence, cette fameuse différence d'imputation rationnelle, eh bien, je vous ai remis un petit tableau, pardon. Lorsque les charges fixes réelles sont supérieures aux charges fixes imputées, ça veut dire que ici j'ai retiré une partie des charges fixes imputées puisqu'elles sont inférieures aux charges réelles. Pardon. Ça veut dire que mon coefficient d'imputation rationnelle est inférieur à 1. Et donc j'ai un mali de sous-activité, ou ce qu'on appelle un coût de chômage. Alors c'est-à-dire que mon activité réelle est inférieure à mon activité dite normale. J'ai un coefficient qui va être ici, par exemple, de 0,7. Je suis à 70% de mon activité normale. J'ai un coût de chômage. Je travaille moins que ce que je suis censé faire. A l'inverse, lorsque les charges réelles sont inférieures aux charges fixes imputées, ça veut dire que j'ai pris plus de charges fixes imputées que de charges réelles. Je suis en bonus de suractivité, j'ai un coefficient qui va être de 1,25 par exemple, je suis à 125% de mon activité normale. Et puis un cas un peu plus théorique, mes charges fixes réelles sont égales à mes charges fixes imputées, c'est très théorique, et on travaille donc au niveau de l'activité dite normale. Donc pas de variation d'activité à constater. Une autre façon de le représenter, c'est sous la forme de schéma. Si je prends mes charges variables et fixes et mes charges indirectes et indirectes, je vais les croiser. Mes charges directes, en général, sont des charges variables, il n'y a pas de problème, je les récupère. Vous voyez ici que je vais récupérer en gris le montant des charges, là, alors que ici, vous avez ici, avec le trait noir, le montant des charges que je constate dans ma comptabilité. Donc en fait, ici, je suis en sous-activité, je vais prendre moins de charges. J'aurais dû prendre tout ça de charges, c'est-à-dire le carré que vous voyez ici. Je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin, je devrais prendre tout ça. Voilà, ça va être plus simple. Mais en fait, je ne vais retenir que ce qui est en gris. Et ça, c'est mon coût de sous-activité ou mon coût de chômage que je vais écarter momentanément. En période de suractivité, je devrais prendre ce qui se trouve donc dans l'encadré ici épais. Mais en fait, je vais rajouter des charges, notamment des charges fixes. Et je vais donc non pas prendre ça, mais je vais prendre tout ça. Donc je vais retenir plus de charges que ce que je ne devrais. Un petit exemple pour fixer tout ça. Une entreprise fabrique, entre autres, une pièce. Vous avez donc les éléments du coût de revient, j'ai des matières premières, 410 €, alors c'est pour une seule unité.
Donc il me faut 410 € de matière première, 460 € de main-d'œuvre et 450 € de charges fixes correspondant à une production normale annuelle de 11 500 pièces. Mon prix de vente, 1 500 €. Si je calcule mes coûts réels, vous voyez ici, je suis à la production normale et là, on va prendre une production de 8000, hein, c'est arbitraire, hein, c'est juste un exemple. Donc pour 11 500 pièces dans mon activité normale, voilà mon coût. Donc vous avez le coût variable, c'est les matières premières et la main-d'œuvre. Mes coûts fixes multipliés par 11 500 pièces, vous avez le total. Donc au total 15 180 000. Et par rapport à mon prix de vente, j'ai un résultat bénéficiaire de 2 070 000. Lorsque je suis à un niveau de 8000 pièces d'activité, je suis en sous-activité. Donc je vais garder bien sûr 870 € de coût variable unitaire, car souvenez-vous, les charges variables unitaires sont constantes. Donc j'ai la même chose qu'ici. Bien sûr, fois 8000, ça me donne 6 960 000. Mon coût fixe, par contre, là, ici, si je suis dans les coûts réels, eh bien, mes charges fixes globales sont constantes. Je garde mes 5 175 000. Ça me donne donc un résultat de moins 135 000. Donc, lorsque je n'utilise pas la méthode de l'imputation rationnelle, voilà ce que ça me donne. Et là, je vais être tenté de me dire, on perd de l'argent, il faut tout arrêter. Et c'est pour ça que le contrôleur de gestion va utiliser l'imputation rationnelle. Alors, si maintenant j'utilise l'imputation rationnelle, je commence par calculer mon coefficient d'imputation rationnelle. Lorsque je suis à l'activité normale, mon coefficient est de 1. Ça rejoint ce cas-là. Et lorsque je suis... pardon, je redescends. Lorsque je suis à 8000 unités, je suis en sous-activité. Mon coefficient est à 0,69 565. Grosso modo, je suis à 70% de mon activité normale. À 11 500 pièces, mes coûts ne changent pas. J'ai toujours 2 070 000 de résultats. À 8000, par contre, je suis en sous-activité. Mes charges variables n'ont pas changé. J'ai toujours la même chose qu'ici. Par contre, mes charges fixes vont être variabilisées. Je vais prendre les 5 175 000, je vais les multiplier par le fameux coefficient de 0,69 565. Je ne vais garder que 3 600 000. Là, par contre, mon coût total diminue par rapport à au-dessus. Et donc, maintenant, je gagne de l'argent à 1 440 000. Et là, donc, j'ai une différence d'imputation rationnelle qui est égale à la différence entre les 135 000 que j'avais ici en négatif et les 1 440 000 que j'obtiens avec la nouvelle méthode. C'est en fait le montant des charges fixes que j'ai écarté momentanément pour faire mes calculs de coûts. Vous avez le détail ici. Et donc maintenant, en tant que contrôleur de gestion, je peux récupérer ces coûts-là et faire une comparaison pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas et corriger le tir. L'imputation rationnelle et la répartition des charges fixes. Donc, vous allez avoir des cas où vous allez calculer un coefficient d'imputation rationnelle et en général, les charges fixes vont surtout être des charges indirectes. Les charges directes sont surtout des charges variables car les charges directes sont surtout des charges de matière et de salaire. Donc, en fait, on va refaire un coup complet. On va commencer par faire un tableau de répartition de charges indirectes ou un tableau de calcul des coûts par inducteur. Et on va, pour chaque centre ou pour chaque activité, appliquer un coefficient d'imputation rationnelle. Donc, je vous ai remis ici en préambule quelles sont les charges concernées par la méthode de l'imputation rationnelle. Mais ça va surtout être les charges indirectes fixes. Et c'est pour ça qu'on va refaire un tableau de répartition de charges indirectes avant de recalculer les coûts comme on l'a fait auparavant. Donc, je vous ai remis un exemple, une entreprise GEA. C'est très original, je sais. Vous avez 3 centres, une activité réelle, une activité normale. Donc, je prends mon activité réelle, je la divise par l'activité normale, ça me donne mon coefficient d'imputation rationnelle, 0,9, 1,2, 1,4. Je refais un tableau de répartition de charges indirectes. J'ai 40 000 € de charges indirectes. Maintenant, ces 40 000 €, je vais faire une distinction entre la partie variable, 10 000, et la partie fixe, 30 000. Je fais la même chose pour le montage, la même chose pour l'administration. Maintenant, sur la partie fixe, j'applique le coefficient que j'ai calculé ici. 0,9, 1,2, 1,4. Et maintenant, je multiplie la partie fixe par le coefficient 30 000 fois 0,9, ça va me donner 27 000. La partie variable, je n'y touche pas. Je reprends.
Donc je vais imputer 10 000 euros de charges variables, 27 000 euros de charges fixes dans le centre d'approvisionnement. Je vais imputer 60 000 euros de charges variables dans le montage, mais je vais appliquer 120 000 euros, 100 000 fois 1,2 au niveau du montage. Et je vais appliquer 56 000 euros de charges fixes au niveau de l'administration, 40 000 fois 1,4. La différence, c'est donc la différence entre les 30 000 ici et les 27 000. Donc j'ai ici retiré 3 000 euros. Donc c'est une sous-activité. Là ici, c'est de 100 000 à 120 000, j'ai augmenté de 20 000 euros mes charges fixes d'une suractivité. Et ici, j'ai une suractivité de 16 000. Je fais le total, je recalcule les unités d'œuvre. Je vous rappelle que le calcul d'un coût d'unité d'œuvre, c'est toujours une flèche qui va vers le bas. D'ailleurs, je vais la faire. Voilà, c'est toujours dans ce sens-là. Donc vous prenez les 37 000 divisé par 1800 et vous avez le coût d'unité d'œuvre 20,56, 300, 307,14. Et à partir de là, vous recalculez vos coûts d'achat, vos coûts de production, vos coûts de revient et vous calculez un résultat analytique comme d'habitude. Allez, pour finir, intérêt et les limites de l'imputation rationnelle sera surtout pour les questions de cours. Alors l'intérêt de la méthode, c'est l'élimination des effets de variation de niveau d'activité. Cette méthode donc, permet de disposer de coûts complets non affectés par les modifications de niveau d'activité. On dit aussi que l'imputation rationnelle donne les vrais coûts. La méthode donc, est surtout utile pour les entreprises qui ont une activité saisonnière ou une activité fluctuante. La fixation des prix indépendamment du niveau d'activité, ça rejoint ce qu'on avait vu dans l'exemple tout en haut. Donc ça permet d'avoir toujours le même prix pour éviter justement d'être en difficulté. Et puis une petite chose, vous avez dit au niveau des stocks, on en reparlerait tout à l'heure, et bien voilà, c'est l'utilisation de la méthode pour valoriser les stocks lorsque l'on est en sous-activité. Et donc vous avez l'extrait du plan comptable général, enfin, c'est l'article 321 alinéa 21 qui nous dit qu'on peut utiliser cette méthode, on peut aussi l'utiliser d'un point de vue fiscal. Bon, je ne m'étends pas plus là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui vous concerne à votre niveau. Et puis les limites, la définition de l'activité normale est difficile dans la pratique, ça c'est vraiment le point faible de cette méthode. Qu'est-ce que la normalité? Et puis les critiques adressées à la méthode des coûts complets sur la répartition arbitraire des charges indirectes restent présentes dans l'imputation rationnelle. Les critiques sur la méthode ABC restent aussi présentes dans cette méthode. Et puis pour finir, donc, il faut qu'on fasse un rapprochement avec la comptabilité générale, parce qu'en fait, on a un résultat de la comptabilité générale qui est donc impacté par des écarts de suractivité ou de sous-activité. On a pris plus ou moins de charges, et forcément, il y a un moment donné, il faut qu'on fasse quand même un contrôle de cohérence pour voir si on retombe bien sur la comptabilité financière ou la comptabilité générale. Je reprends mon exemple, donc l'entreprise GEA, donc c'est la suite, qui a un résultat, une comptabilité de gestion, on arrive à 10 000 euros quand on a fait la méthode de l'imputation rationnelle. Donc si je fais le rapprochement, vous vous souvenez, on avait ici pris des charges 3 000, 20 000 et 16 000, en moins, en plus, en plus. Donc on va faire ici 10 000 plus les 36 000, c'est-à-dire plus les écarts de suractivité. Pourquoi? Parce que mon écart de suractivité a gonflé mes charges. Gonfler les charges, ça veut dire moins de résultats. On fait machine arrière, donc moins de résultats. Ici, ça va nous donner plus 36 000. Moins 3 000, un écart de sous-activité. En écart de sous-activité, je retire une partie des charges fixes. Moins de charges, ça veut dire plus de résultats. Donc je fais machine arrière, on fait moins 3 000. Et j'arrive à 43 000 euros. Donc ici, le résultat de la comptabilité générale doit être de 43 000 euros. Ça vous permet de faire une vérification. Bon, je reviens un tout petit peu sur l'histoire des stocks. Vous aurez un exercice en fait dans les TD et vous reverrez cet aspect-là en fait dans un des TD. Voilà. Eh bien écoutez, bon courage et portez-vous bien. Au revoir.